Alors? C'est-il pas beau, Dreux? Dreux, durant l'Antiquité, c'est l'oppidum de la tribu celte des Durocaces. D'ailleurs, le nom de Dreux, ça vient de là, ça vient des Celtes Durocaces. Alors, leur oppidum, on ne sait pas trop où il était, mais vraisemblablement, il était sur la colline où aujourd'hui, il y a le château de Dreux. Alors, après la conquête romaine, Dreux va continuer à exister parce qu'on est sur un axe routier important pour les Romains, un axe nord-sud qui va de Évreux à Chartres. Et Dreux est tellement importante durant l'Antiquité, même si on ne sait plus où était la ville antique, mais c'était quand même hyper important parce que figurez-vous que le nom de Dreux figure sur la table de Peutinger. La table de Peutinger, c'est pas n'importe quoi, c'est le premier atlas routier de l'Antiquité. La table de Peutinger, c'est tout l'Empire romain avec tous les routes, hein. Il y a 200 000 km de routes et il y a 500 villes. Ça va d'Asie à l'Afrique, en passant par l'Espagne, l'Italie, la Gaule. Et bien sur ces 500 villes, dans l'atlas de Peutinger, il y a Dreux. C'est dire l'importance. Parce que c'est un axe routier avec une voie romaine, donc nord-sud, qui va de Évreux à Chartres. Et cette voie romaine, on la retrouve encore aujourd'hui dans Dreux. C'est la rue du Vieux Pavé qui est ici. Voilà, la rue du Vieux Pavé qui va vers Évreux et plus tard vers la Bretagne. Attention, hein! Quand je vous disais qu'on n'a retrouvé aucune trace gallo-romaine à Dreux, hormis notre rue du Vieux Pavé, qui est la vieille voie romaine qui conduisait d'Évreux à Chartres, faut quand même relativiser. Parce qu'à une dizaine de kilomètres de Dreux, à Bu, sur la route de Rouvres, on a quand même retrouvé à l'intérieur d'une forêt le plus grand temple gallo-romain du 1er siècle, hein, de l'Antiquité, du nord de la Loire. Il n'y en a pas d'autre, il est là. Magnifique. Vous voyez, ici je suis au cœur de la Céla. Là où les pèlerins de l'Antiquité venaient prier une divinité, on ne sait pas trop laquelle, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils venaient, c'était des malades qui espéraient améliorer leur vue, qui avaient mal aux yeux, qui avaient des troubles de la vue. Attention, on est aux portes de la Beauce ici, donc il y avait beaucoup de champs de blé, d'orge, déjà à l'époque, et on sait que le blé, l'orge, ça abîme les yeux. Donc voilà, ils venaient ici. Et ce temple, qu'on appelle la pièce de l'église, eh ben moi ça fait 46 ans que je le cherchais. Et grâce à Toute Berzingue, j'ai pu rencontrer l'ancien maire de Bu, Monsieur Le Sage, qui connaît bien l'endroit. Merci à Toute Berzingue. La pièce de l'église. Mais c'est véritablement au Moyen-Âge que Dreux va se développer quand elle va passer d'un statut d'axe routier à ville frontière pour le domaine capétien du roi Hucapet. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En gros, on est autour de l'an 1000 et après les grands empires, hein, l'empire romain, l'empire carolingien, tout ça se casse la figure et donc il y a plein de petits seigneurs qui veulent régner, hein, sur des petits domaines. Et il y en a un qui va s'imposer à la force du temps, c'est le royaume capétien qui va régner pendant près de 1000 ans. Mais au départ, c'est pas gagné parce que le domaine capétien, il est tout petit, hein. En gros, il va de Senlis à Orléans en passant par Paris et à la frontière ouest, il y a Dreux. Au contact de puissants voisins, bien vénères, bien costauds, les Normands, le comté de Blois, le Maine, l'Anjou. Bref, c'est chaud pour le petit roi capétien qui va devoir ériger sur sa frontière ouest une puissante forteresse. Ce sera donc le château des comtes de Dreux qui est ici derrière moi. Vous en avez des vestiges, hein, sur cette colline. C'était peut-être là où était l'oppidum des Durocaces au départ. En tout cas, c'est là où le château va s'installer. Et on en a des magnifiques vestiges, comme les remparts, hein, du XIIe siècle. Mais aussi, il y a les vestiges du donjon, hein, le symbole du comte de Dreux. Et pour moi, un des symboles de la richesse de Dreux au Moyen-Âge, il est derrière moi avec cette sublime maison romane du XIIe siècle, construite en pierre. Et oui, à l'époque, les maisons du Moyen-Âge, c'est en bois, c'est en torchis, quoi. C'est vraiment pas du matériel noble. Alors que là, c'est de la pierre, c'est pérenne, c'est solide. Et ça, c'était la maison d'un notable, hein, un patricien, un noble, en tout cas quelqu'un qui a fait du pognon grâce à ce commerce de Dreux qui rayonne au Moyen-Âge. XIIe siècle.
Tiens, et un autre symbole de la puissance, de la richesse, de l'opulence des bourgeois de Dreux au Moyen-Âge qui font du commerce, essentiellement du drap, ici en la Grand Rue, la Grand Rue de Dreux, qui est là encore l'axe nord-sud hérité des Romains, eh bien il est derrière moi avec le beffroi. Beffroi magnifique qu'on doit à une famille de Dreux, des maîtres maçons, ancêtres de nos architectes, c'est la famille Métézeau. Et là c'est Clément Métézeau, magnifique art transitionnel, on est entre le gothique et le Renaissance, c'est presque unique en Île-de-France, il est là derrière moi, art de Louis XII, début du XVIe siècle. Ah bah tiens, puisqu'on est dans le beffroi de Dreux, il faut que je vous raconte une petite anecdote. Vous voyez, là il y a le moulage d'une cloche du XVIe siècle. C'était la cloche du beffroi. Et vous voyez dessus, il y a une frise avec des petits bonhommes qui tiennent des flambeaux, des torches. Et bien ça, c'est une évocation d'une fête hyper importante à Dreux qui date de la nuit des temps, les flambards. Ça se passe pendant le solstice d'hiver, au moment des fêtes de la lumière, la Sainte-Lucie en décembre, etc. Mais c'est quelque chose qui remonte à hyper loin. On dit que ça nous vient des druides. Les Carnutes, ils sont pas loin, la forêt des Carnutes. D'ailleurs, Clément Métézeau, qui a bâti le beffroi de Dreux, au début du XVIe siècle, on l'appelait le druide, comme maître maçon. Bref, donc, je sais pas si ça vient directement des druides. En tout cas, pendant les flambards, les bourgeois de la ville de Dreux, les habitants, ils faisaient le tour de la Grand Rue avec des torches pour écarter les rats. Et oui, pour éviter que les rats ils bouffent le grain qu'il y avait sur le marché ou les draps, qu'ils abîment la laine, le fil, etc. Donc ils faisaient le tour, c'était ce qu'on appelait les flambards, et ces flambards ils sont représentés sur cette cloche. Ah non, les flambards à Dreux, c'est pas de la quiche. Vous avez vu la vue qu'on a depuis le beffroi, c'est pas mal, On donne sur les deux symboles de la ville. D'abord, le château de Dreux, et ensuite la colonne vertébrale de la ville, la Grand Rue, cet axe nord-sud hérité des Romains, c'était l'axe routier romain, ça devient la Grande Rue, et au Moyen-Âge, c'est là où évidemment il va y avoir les marchés, c'est là où les habitants de Dreux vont vendre leur richesse principale, qui est à l'époque le drap. Et donc très tôt, avec cette richesse commerciale, eh bien les habitants de Dreux vont obtenir des franchises dès le début du XIIe siècle sous Louis VI le Gros, et ils vont bâtir ce superbe beffroi en face du château, le pouvoir civil face au pouvoir du seigneur. Tout est là, et entre les deux, la Grand Rue. Dreux, durant la Renaissance, c'est une ville qui reste riche, mais qui va quand même se manger de plein fouet les terribles guerres de religion. D'abord en 1562, il va y avoir une terrible bataille à Dreux, la bataille de Dreux, qui va faire près de 10 000 morts entre les catholiques et les protestants, entre les chefs catholiques représentés par Anne de Montmorency, mais aussi le fameux François de Guise. Et de l'autre côté, côté protestant, l'amiral de Coligny et Louis de Condé. Bref, il y a cette première bataille qui est terrible pour la ville, mais ensuite il va y avoir deux sièges, en 1590 et en 1593, par les armées d'Henri IV. Et oui, Dreux est très catholique, donc elle résiste au futur roi de France. En gros, ils prennent le mauvais parti, ils misent sur le mauvais cheval. Henri IV fait une première fois le siège en 1590, mais il va devoir s'arrêter, parce qu'en fait, il y a ses ennemis, les ultra-catholiques et l'armée espagnole, qui menacent de le prendre en tenaille, entre donc lui et Dreux, vous voyez, donc il doit vite se retourner pour faire face à l'ennemi. Ce sera la bataille d'Ivry, la fameuse bataille d'Ivry, d'ailleurs aujourd'hui c'est une ville, Ivry-la-Bataille, c'est pas loin d'ici, remportée par Henri IV. Et en gros, grâce à cette victoire décisive, il va remporter la décision. Donc en gros, Dreux était mûr, Dreux allait tomber. Mais il est venu se venger. En 1593, il va refaire le siège de la ville parce qu'il sait qu'en 1590, il avait fait une brèche dans le château. Vous voyez cette brèche là ? Et bien en fait, les habitants qui pourtant avaient mis la ville en défense, notamment en comblant les fossés qui ceinturent la ville, c'est la rivière la Blaise, aujourd'hui cette rivière qui est magnifique, et bien cette rivière c'est pas autre chose que les fossés qui avaient été comblés par les habitants pour résister à Henri IV. Mais ils ont été un peu bébêtes, les habitants de Dreux à l'époque, excusez-moi pour eux, mais ils n'avaient pas rebouché la brèche. Et en 1593, c'est par la brèche qu'Henri IV est passé pour prendre Dreux qui allait être remis dans le rang. Dreux, à l'époque moderne, c'est une ville qui va sortir des grandes chroniques de l'histoire de France. Le château va être désarmé et notre bonne ville de Dreux va pouvoir vivre une existence tranquille, pépère, toujours commerçante, même si le drap va être supplanté par une nouvelle industrie, le vin. Eh oui, faut savoir
qu'avant la catastrophe du phylloxéra au 19e siècle, eh bien, il y avait près de 500 vignerons à Dreux, sur 5000 habitants. C'était costaud. Et d'ailleurs, il y a encore des vignes à Dreux. Non, mais quand même, à l'époque moderne, avant de quitter les grandes chroniques de l'histoire, les habitants de Dreux, une famille hyper célèbre de maîtres maçons, ancêtres de nos architectes, vont quand même nous léguer un cadeau pour la postérité, ce sublime hôtel Montulé. L'hôtel de Montulé qui date du début du XVIIe siècle. C'est là encore un art transitionnel. Dreux est pionnière dans un style qu'on a appelé un peu le style Henri IV, Louis XIII. C'est la transition, l'interface entre la Renaissance et le classique. Il vous dit rien, cet hôtel de Montulé? Ça vous fait pas penser à quelque chose? La place des Vosges à Paris, la place royale, la plus belle place de Paris à l'époque moderne, qu'on doit donc encore une fois à un Métézeau, à Louis Métézeau, eh bien ils ont construit avant cet hôtel de Montulé, dans le même style, voilà, en quelque sorte c'était l'échantillon, habitants de Dreux, pas besoin d'aller à Paris, vous avez la même chose ici avec l'hôtel de Montulé. Dreux, à l'époque contemporaine, c'est un retour en grâce quand la ville va devenir une ville royale, celle du roi des Français, Louis-Philippe. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En gros, je vais vous la faire courte. On est avant la Révolution au XVIIIe siècle. Le roi de France de l'époque, il s'appelle Louis XVI. Il n'aime pas trop son domaine de Dreux. Il préfère Rambouillet pour chasser. Du coup, il va échanger Rambouillet à la famille de Penthièvre. Penthièvre devient propriétaire du domaine de Dreux. Bref, ensuite il y a la Révolution, donc tout est confisqué, c'est le bazar. Mais ensuite il y a la Restauration. Les Capétiens donc reviennent sur le trône avec Louis XVIII puis Charles X. Mais après, ça s'éteint. Et c'est les Orléans en 1830 qui prennent le contrôle du pays avec Louis-Philippe qui devient donc roi des Français. Et Louis-Philippe, c'est les Penthièvres. Donc Dreux, ça appartient à Louis-Philippe. Eh bien, ça devient la ville du roi. Et d'ailleurs, il n'hésitera pas à y revenir souvent pour les grandes occasions officielles, les mariages, les enterrements, les baptêmes, tout ça, ça se faisait à Dreux. Et Louis-Philippe, comme un symbole, il va faire réaménager le vieux donjon du château de Dreux, là, le donjon des comtes de Dreux qui date du XIIe siècle, qui est derrière moi. Il va le réaménager en bureau. Voilà, c'est là où il venait pour traiter des affaires du pays, de l'État. Voilà, c'est l'Élysée au XIXe siècle, le donjon de Dreux. C'était pas sa résidence permanente, non, c'était pas l'Élysée, c'était plutôt la lanterne, voilà, c'était un petit peu l'endroit de villégiature. Et bon, le mec il continue à bosser quand même. Ah bah oui, un président c'est H24. Enfin, président, non, c'était roi. Donc, Louis-Philippe, il revient souvent à Dreux pour les occasions officielles, pour les baptêmes, pour les mariages, pour les enterrements, et il va donc faire agrandir l'ancienne chapelle des Penthièvres, derrière moi, et qui va d'ailleurs devenir avec lui donc une chapelle royale. Elle est magnifique, et elle est dans un style un peu nouveau, le néo-gothique. Et oui, on est dans les années 1840 et la France qui est donc empreinte de romantisme, on redécouvre les monuments du passé, les vieilles pierres, mais on est encore à l'italienne, avec des dômes, avec des colonnes. D'ailleurs, la chapelle des Penthièvres, elle était comme ça, c'était un peu l'église de la Madeleine comme à Paris, vous voyez. Eh ben non, avec Louis-Philippe, on met du gothique. Pourquoi? Eh bien parce que le gars, tout simplement, il a été en exil en Angleterre, à Londres, et les Anglais, ils vont jamais lâcher le gothique, il n'y aura pas de transition, ils restent dans le gothique. Vous avez qu'à regarder Harry Potter avec Poudlard, tu vois, c'est Notre-Dame de Paris, c'est le gothique bien vénère. Donc ça revient dans les années 1840 avec Louis-Philippe et il est pionnier avec Mérimée, Viollet-le-Duc, tout ça, ce nouveau style néo-gothique qui arrive. Eh bien, Louis-Philippe en est quelque part le précurseur avec la chapelle royale de Dreux. Chapeau Louis-Philippe. Et ce qui est extraordinaire avec la chapelle royale de Dreux, c'est qu'elle va devenir, avec Louis-Philippe, la nécropole royale de la famille. Et oui, Dreux devient le Saint-Denis pour les Orléans. Ils sont tous là, les membres de la famille, autour du père fondateur de la lignée des Orléans, Louis-Philippe, premier roi des Français. Ils sont tous là, ceux qui auraient dû régner, dont un qui est juste à côté,
fils de Louis-Philippe, il s'appelait Ferdinand Philippe, il était génial, adoré par les Français, il aurait été roi de France s'il s'était pas tué en 1842 en tombant d'une calèche porte-maillot. Et oui, déjà les embarras de Paris. Donc il est là, et il y a un truc qui est marrant, c'est qu'à côté, il y a sa femme, vous voyez, mais elle est séparée là, elle est dans une autre alcôve. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelait Hélène, mais c'est pas pour ça qu'elle est séparée de son mari dans la mort, c'est parce qu'elle était protestante. Et oui, les Orléans, ils sont catholiques, donc elle est séparée par une petite porte, là vous voyez, il y a une fenêtre là qui les sépare, et on voit qu'elle tend la main, elle aimerait bien le toucher. C'est hyper romantique, c'est la période. Dreux, aujourd'hui, c'est une ville qui a réussi à faire sa mue pour affronter les défis de l'avenir. Et pourtant, elle a été bouleversée, la ville. Par exemple, au XXe siècle, pendant les 30 Glorieuses, quand on va reconstruire le pays dans les années 50, eh bien, la ville va voir sa population tripler, une population d'ouvriers qui viennent participer à la reconstruction. Donc les mecs, ils arrivent du monde entier, ils arrivent d'Afrique, ils arrivent du Maghreb, ils arrivent d'Espagne, ils arrivent du Portugal. Eh bien, cette population, elle va plutôt bien se fondre dans la population, ça va plutôt bien se passer, ça va bien s'assimiler. Et il faut dire que Dreux a cette identité multiple depuis toujours. Depuis toujours, Dreux est un carrefour. On ne sait jamais trop où la situer. Est-ce que c'est en Île-de-France? Est-ce que c'est en Normandie? Est-ce que c'est dans la région centre, dans la Beauce? Et j'en veux pour preuve le film génial de Bertrand Tavernier, Un dimanche à la campagne, où Sabine Azéma et Michel Aumont s'engueulent justement au sujet de Dreux, parce qu'ils n'arrivent pas à la situer. En plus, Dreux a réussi à faire de son passé une force pour l'avenir. Elle va transformer son riche patrimoine en un défi, en un allié, en un atout pour le futur. Et j'en veux pour preuve ici le Dôme, une ancienne caisse d'épargne qui a été aussi à un moment une salle des mariages, transformée aujourd'hui en un espace de coworking, aussi un lieu d'hébergement pour des startups, pour le monde du numérique, du digital. La force de Dreux, c'est son passé pour son avenir. J'adore le plafond du Dôme. On y voit un druide cueillir le gui. Il faut dire que pendant longtemps, on a cru que Dreux, à cause de son nom, c'était la ville des druides, parce qu'on a la forêt des Carnutes qui est pas loin. Bon, c'est une légende. En tout cas, ça n'empêche pas que le plafond, il est très beau. Il me manque que le flambeau, et je suis un superbe flambateur. Je vais protéger Dreux. J'ai une dernière petite anecdote à vous délivrer avant de vous quitter. Je la dois au directeur du musée d'art et d'histoire de Dreux, qui est magnifique. Eh bien, regardez derrière moi, vous avez un tableau de Louis-Philippe, roi des Français. Eh bien, quand ce tableau est revenu de restauration ici dans le musée, figurez-vous que la petite horloge qui est à côté, qui date à peu près de la même époque, début du 19e siècle, et qui n'avait pas sonné depuis près de 200 ans, elle a sonné 4 coups. Je suis désolé, mais il n'y a pas moyen de passer par Dreux sans faire un petit détour par le village de Rouvres. Parce que c'est le village de mon enfance. C'est là où je passais mes vacances quand j'étais petit. C'est là où mes grands-parents sont enterrés. Et c'est là aussi, derrière moi, dans cette magnifique église Saint-Martin de Rouvres, que mes parents se sont mariés. Et d'ailleurs, Saint-Martin de Rouvres, c'est tout un voyage pour l'histoire de France. Je vais vous montrer pourquoi. Suivez-moi. Et oui, l'église Saint-Martin de Rouvres, bien sûr que c'est un monument cultuel, mais c'est aussi culturel, témoin de notre histoire. Regardez, cette église, elle a 3 nefs. La première, centrale, principale, XIIe siècle, au moment où le royaume de France se développe sous l'égide du trône et de l'autel. Ensuite, deuxième nef, XVIe siècle, on est après la peste, les maladies, la guerre de 100 ans, la population s'accroît, ça se développe, donc il faut agrandir l'église. Elle est là, XVIe siècle. Et enfin, troisième nef, 19e siècle, après la Révolution, après les guerres de Vendée, après toutes ces périodes terribles, eh bien l'État, la France, se réconcilie avec son église, on peut retourner prier, eh bien l'église de Rouvres se développe à nouveau. Voilà, regardez-moi ça. C'est une frise chronologique, cette église.